Bon matin, moi c'est Mathias. Bonjour, moi c'est Florane et bienvenue au podcast Dans ma capuche. On a une foule en délai aujourd'hui. Bon, en première partie, on va parler de ce qui nous a allumé culturellement cette semaine ou dans les derniers temps. Puis en deuxième partie, on va recevoir Stéphanie Leclerc, qui est psychoéducatrice à l'école secondaire La Fontalière. Bon, qu'est-ce que tu as à nous présenter, toi, Mathias? Moi j'en ai un livre. Ça s'appelle Diadème. C'est une série de 4 romans. J'ai amené le 2 parce que j'ai pas le 1 ni le 3. Je les ai juste empruntés pour les lire. Je vais sûrement les acheter bientôt d'ailleurs. Diadème, dans le fond, ça présente un monde où tu as 3 élus qui viennent de différentes planètes qui vont venir. Tu m'entends-tu? Okay. Excuse-moi. Qui viennent de différentes planètes puis qui ont devoir de sauver le diadème pour pas que la magie dans le monde disparaisse. Là, je sais que j'utilise les termes du livre, mais dans le fond, le diadème, c'est la source de magie centrale. Ensuite, il y a plusieurs couches de planètes. Puis plus qu'on est loin du diadème, moins que la magie est forte. Comme la Terre est sur la 9e couche, donc la magie est beaucoup moins forte que de la planète où vient Pixel, qui vient d'une planète sur la 5e couche. Les personnages, c'est Score, Renaud, Pixel, qui viennent de 3 planètes différentes, qui ont été téléportés sur une planète proche de diadème. Puis toute leur aventure, c'est genre, ils se font kidnapper, après ça, ils suivent la personne comme mentor, après ça, cette personne-là, en fait, est méchante, fait qu'ils s'enfuient, ils découvrent une autre personne qui a de l'air gentille, ils suivent comme mentor, mais en fait, elle est méchante. Hey, ils ont pas de chance. Ils ont vraiment pas de chance. Ils passent sur des portails, puis apprennent à se servir de leur magie. J'ai vraiment trippé sur ce livre-là. Même si c'est un vieux livre, là, 1997. Pas si vieux que ça. Ben, ouais. Ouais, pas si vieux comparé à d'autres, ouais. Ben, John Peel, qui est l'auteur, il a vraiment réussi à, genre, donner comme une envie de se plonger dedans, le roman. Ok, puis c'est comme un peu du fantastique intergalactique, tout ça, là? Ouais, c'est ça, c'est du fantastique, fantaisiste. Ok. Mon type de livre, là. J'ai découvert à partir du livre 4, que j'ai vu en premier parce qu'il y avait le mot licorne dessus la 4e de couverture. Ça, c'est intéressant, les licornes. Fait que je l'ai pris, puis là, j'ai vu qu'il y avait des livres avant, fait que je les ai lus. Bon, moi, c'est pas vraiment dans le fantastique, c'est dans un tout autre thème, là. Ça s'appelle L'Orangerie. C'est un livre de Larry Tremblay. C'est un livre que on le lit en français, puis je l'ai trouvé vraiment bon. C'est ma prof de français qui nous l'a fait lire. Puis c'est l'histoire... Ça se passe genre dans un pays où... Je sais pas si c'est lequel, ils nomment jamais le pays, mais c'est comme un peu les pays comme Afghanistan, puis... Des pays en guerre. En guerre, ouais. Puis ça se passe dans un temps de guerre, tout ça. Puis on suit 2 jumeaux, Ahmed puis Aziz. Puis eux, leurs grands-parents, ils se sont fait bombarder leur maison. Puis là, le père, il reçoit la visite d'un homme un peu étrange, là, avec une mitraillette. Puis ouais. Il s'appelle... mon Dieu, c'est quoi son nom? Attends, Soulayed. Puis lui, il vient demander une faveur au père pour venger toutes les morts de cette guerre-là. Parce qu'il y a un des fils, apparemment, il aurait trouvé un moyen de passer dans la montagne, les petits garçons. Fait que là, ils veulent lui mettre une ceinture d'explosifs à un des garçons pour aller attaquer l'autre camp. Ouais. Sauf que là, on suit le choix des parents, puis c'est dur, la mère n'est pas d'accord, puis là, ils veulent sacrifier celui qui est pas malade, mais là, lui qui est malade, il va mourir aussi. Fait que là, on sait plus trop. C'est comme, c'est sombre. C'est sombre, mais c'est un très beau roman. C'est vraiment genre de suspense historique un peu. Mm-hmm. Mais c'est ça, puis on suit aussi la mentalité des petits garçons aussi, là. On le voit un peu comment ils pensent aussi. Puis c'est tellement beau, la relation fraternelle, là. Ils veulent se protéger mutuellement l'un à l'autre. Puis ils s'aiment vraiment en tant que frères, puis comme aucun des deux veut aller faire le kamikaze. Le titre, ça vient de... eux, à côté, il y a un gros champ d'oranges. Puis c'est là qui vient le titre de l'orangerie.
OK. Puis c'est-tu vraiment important, le champ d'orange, dans l'histoire? Ouais. OK. Je Pas veux loin dire le lire plus- pour le savoir. Ouais, il faut vraiment le lire pour le savoir. Mais c'est ça, c'est un très beau roman. C'est sûr que c'est sombre, là, puis s'il y a des gens qui sont un peu sensibles, c'est mieux pas Ouais, trop c'est le ça. lire. Mais je le conseille à ceux qui aiment vraiment les livres de ce type-là. Là. Ça me fait penser à un autre livre qui est Les Vierges du Paradis, qui est je connais par pas. Marie Coupa. Puis c'est un livre que comme on suit une personne qui revient dans son pays natal, qui est en guerre, puis tout. Puis c'est une fille qui est musulmane. Fait qu'elle a subi genre des coutumes, puis genre elle s'est fait forcer l'ablation du clitoris. Puis elle avait une relation avec un gars avant d'être mariée, parce que ses parents ils voulaient la marier avec un vieil homme riche, genre, alors qu'elle avait comme 12-13 ans. Ce qui était Et ouais. qui arrivait à l'époque, là. Ouais. Mais fait qu'elle elle avait comme des relations cachées, puis ben, comme elle était impure, elle s'est fait rejeter tout son pays, toute sa famille, fait qu'elle a déménagé aux États-Unis, puis on suit toute son histoire, puis c'est vraiment genre touchant, puis comme marquant, fait que ça me fait penser un peu à l'orange. Ouais, mais moi aussi, ça me fait penser un peu à ça, parce que oui, c'est dans un pays musulman, puis la sœur de la mère est partie en Amérique parce que avec son chum, parce que il y en avait assez de la guerre, puis de la souffrance, puis là, ils l'ont traité de lâche, puis de personne qui Ouais. pense pas à sa famille. Puis vu qu'elle a sorti avec quelqu'un qui était comme du camp ennemi, ben ils ont la considérée comme ennemie eux aussi. Bon, c'est ça, c'est souvent ce qui arrive, là. Puis sinon, vu qu'on est tout seul, là, qu'on est seul au monde, on a été abandonnés par les autres monstres. C'est juste pour aujourd'hui, là, on est nous deux. Fait que, y a-tu d'autres choses qui est un truc culturel? On pourrait en parler d'autres choses aussi, vu qu'on est moins. Ben moi, il y a un jeu vidéo, là, je l'ai pas amené, mais j'ai joué beaucoup à UFC Undisputed de 2009, qui est un jeu de combat de MMA. Puis tu peux créer ton perso complet. Puis souvent dans le jeu, je passe plus de temps à juste créer mon personnage, avec toutes ses caractéristiques, puis est-ce qu'il est plus fort de donner des coups de poing, des coups de pied, puis tout, que de jouer au jeu. C'est un jeu à monde ouvert, ça? C'est quoi? Non, c'est c'est un vraiment jeu juste- contre l'ordi, un PvE. Puis, dans le fond, le jeu en tant que tel, c'est que tu te bats, puis tu choisis à quel art martiaux. Tu as le judo, le taekwondo, le jiu-jitsu brésilien, puis le muay thai, là, puis tout plein d'affaires. Mais ouais, c'est ça. Moi, je passe plus de temps à créer le personnage qu'autre chose. Puis ce jeu-là, tu gagnes-tu souvent? T'es-tu bon dans ce jeu? Ben, en fait, le temps que tu t'entraînes, après ça, ben, j'ai gagné toutes les autres batailles jusqu'à la fin. Fait que le jeu est pas très très dur. Ok. Ben moi, c'est un animé là, que j'ai découvert cette semaine là, aussi. Ça s'appelle Spy X Family. Là. Puis ça vient de commencer à sortir, mais c'est quand même pas pire. C'est l'histoire d'un espion que lui, il reçoit pour sa mission. C'est comme une mission d'assassinat, tout ça. Ouais. Puis là, pour sa mission, faut qu'il se trouve un enfant, une petite fille là, qui va à l'école, tout ça, pour pouvoir rencontrer la fille du monsieur qui est sa mission. Là. Puis il doit se trouver aussi une femme. Mais là, sa femme, c'est comme une assassin. Fait que là, mais lui, il est pas au courant. Fait que ça avance un peu dans une histoire un peu spéciale. Puis la petite fille, elle peut lire dans les pensées des gens. Fait que C'est comme quand tout même le monde a une ouais. double vie. Ouais, c'est comme super drôle, mais c'est pas pire jusqu'à date. Moi, je trouve que c'est pas pire. Fait que vous pourrez aller voir ça, là. Ouais. Ben, c'est pas mal ce qui close notre partie culturelle. Fait que on va prendre une petite pause, puis après la pause, on va être avec Stéphanie Leclerc. Ciao. Yeah. Rebonjour, on est de retour avec Stéphanie Leclerc, qui est psychoéducatrice à l'école secondaire à la Frontalière. Eh ben, salut Stéphanie. Salut Florent. Enchanté. Salut Mathias. Comment ça va? Ça va bien, merci. Vous autres aussi? Oui, on Oui. va bien. Good. On essaye. Ouais. C'est ça. Hey Stéphanie, toi exactement, en quoi ça consiste le métier de psychoéducatrice? C'est une très bonne question, Florane, puis on me la pose souvent. Je te dirais que la principale,
Le principal objectif dans notre métier, c'est vraiment d'évaluer les capacités d'adaptation chez quelqu'un, par exemple. Ça peut être vraiment varié, ça peut être du tout petit jeune enfant, de l'ado, avec lequel j'ai le plaisir de travailler depuis plusieurs années, des personnes adultes ou des personnes plus âgées. Donc, on a vraiment une diversité de clientèle là, avec laquelle on a la chance de travailler dans notre métier. Alors, quand, par exemple, une personne vit des difficultés d'adaptation, soit par rapport à une séparation, par rapport à des conflits, par rapport à un deuil, ou peu importe la problématique, bien, nous, on est là pour les soutenir, pour les guider. OK. Bon, tu disais que ça fait plusieurs années que tu travailles avec des ados. Oui. Combien de temps exactement? Ça fait 22 ans que j'ai la chance de travailler pour le Centre de services scolaires des Hauts-Cantons. Depuis les 5 dernières années, je suis ici à l'École La Frontalière. Puis avant ça, j'étais plus dans le secteur du Haut-Saint-François. Donc, tout ce qui est secteur Istingus, Cookshire, Doddswell, dans ces environs-là. Avez-vous fait, là, vous avez parlé d'enfants vraiment jeunes et des adultes. Oui. Est-ce que tu as travaillé avec des adultes, des enfants, à part les ados? J'ai vraiment préféré travailler avec des jeunes du primaire et des jeunes du secondaire depuis les dernières années. Dans mes premières expériences de parcours scolaire, là, j'ai travaillé auprès des jeunes en difficulté plus importantes au niveau, par exemple, troubles du langage, des élèves, par exemple, qui avaient des TSA, troubles du spectre de l'autisme. Alors, j'ai découvert vraiment une autre clientèle dans mes premières années, mais depuis 22 ans, là, je suis vraiment à ma place dans mon milieu scolaire là, avec les jeunes et les ados. OK. Là, vous travaillez depuis 5 ans pour la Frontalière. Oui. Est-ce que vous avez déjà travaillé pour des écoles privées? Parce que moi, je viens du collège, puis je me demandais si... Ça m'est jamais arrivé. OK. Ça m'est jamais arrivé de travailler pour les écoles privées. Je connais pas la formule dans les écoles privées. J'ai toujours été pour le Centre de services scolaires des Hauts-Cantons. Donc, on a vraiment beaucoup d'écoles primaires et secondaires ici de disponibles. Puis, j'ai vraiment été dans les secteurs de Quaticook et aussi de Distingus, tout à fait. Ouais. Puis, dans mes tout débuts là, au Centre de services, là, j'étais pour le programme Passe-Partout. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Ah oui. Oui, donc j'ai plusieurs élèves au secondaire là, qui me reconnaissent parce que je me suis occupée d'eux quand ils avaient 4 ans. Donc, oui, le programme Passe-Partout, c'est un programme de soutien aux compétences parentales. Donc, on intègre vraiment les tout petits de 4 ans dans le milieu scolaire, accompagnés de leurs parents. Est-ce que vous avez participé au programme Passe-Partout? Oui, Passe-Partout, puis la petite abeille aussi. OK. Moi, c'était Passe-Partout à Jean-Brou. On a peut-être eu la chance Peut-être. de se rencontrer déjà à 4 ans en Passe-Partout. Ça remonte à loin, là. J'ai pas les souvenirs autant. Regardez vos photos dans vos albums, peut-être. Oui. Des photos boom. Puis toi, comment ça t'est venu l'idée d'être psychoéducatrice? Bien, moi, ça a été un trajet assez direct vers la psychoéducation, Florane. Je te dirais que je me suis pas trop posé de questions. J'ai eu cette chance-là, on dirait. J'ai toujours eu une bonne écoute. Même quand j'étais toute petite, on me le disait souvent, t'écoutes beaucoup les gens autour de toi. Et puis, j'ai toujours voulu être là pour les autres, d'aider les gens, de les supporter. Donc, ça a été vraiment ma vocation. Et puis, quand je suis arrivée au cégep, j'ai fait mes sciences humaines et après ça, j'ai fait mon baccalauréat en psychoéducation. Et après, j'ai fait ma maîtrise aussi en psychoéducation. OK. Donc, j'imagine que vous aidez beaucoup de personnes qui ont des idées suicidaires. Ça peut arriver, oui, tout à fait. Puis qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu leur dis quoi? Bien, en fait, T'as pas de raison d'être suicidaire, non? En fait, la première chose, c'est l'écoute. Hein? Je pense que c'est précieux. Puis comme élève aussi ou comme ami, je pense que vous avez aussi des fois à vivre avec des personnes ou des gens autour de vous qui vont moins bien. Je pense que la première qualité, c'est l'écoute. Et ensuite, de diriger les personnes vers les ressources aussi. Tu sais, comme souvent ce que je dis aux ados que je côtoie, mais ne portez pas cette souffrance-là de ton ami tout seul. Allez chercher l'aide des adultes autour de vous, des parents autour de vous, parce que les ressources sont là, puis il faut aller chercher de l'aide. Alors, c'est sûr que prendre le temps d'écouter, Florane, je pense que c'est la première étape. Ouais. Puis après ça, de voir un peu qu'est-ce qui fait que c'est si difficile dans sa vie à ce moment-ci. Puis d'essayer de voir un peu les projets en cours ou les passions de cette personne-là pour l'amener vers de belles choses. Puis qu'est-ce qu'on fait si elle a perdu tout intérêt? Ça va être notre travail de prendre le relais. Alors, c'est sûr que comme ami, lorsque vous avez, par exemple, des inquiétudes pour un ami ou pour quelqu'un proche de vous, c'est d'aller voir vraiment un adulte, soit dans une école ou soit votre famille aussi, mais d'aller chercher une ressource qui est vraiment spécialisée pour soutenir les jeunes en difficulté. Parce que ton premier travail, ça doit être, j'imagine, la prévention.
Oui. On préfère prévenir que guérir. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est sûr qu'on a connu des années aussi avec la situation pandémique aussi. Donc, les jeunes, les adultes, on a été plus isolés, plus retirés socialement aussi. Donc là, on a à reconstruire un peu tous ces contacts-là sociaux aussi avec les autres. Donc, je pense que c'est d'y aller un pas à la fois. OK. Puis, admettons, la personne, elle veut pas aller chercher de l'aide elle-même. Est-ce que, admettons, ses amis, ils vont eux-mêmes pour... Oui. Oui, puis pour l'avoir déjà vécu dans le passé, là, avec d'autres expériences, Florane, je te dirais que après ça, la personne qui a reçu l'aide, là, ben, dit merci. T'sais, sur le coup, des fois, on peut être fâché de dire « Hey, là, t'as brisé le silence », mais quand on parle d'idées suicidaires, là, on va chercher de l'aide, mais on va chercher des adultes autour. Là. Ouais, mais c'est dur d'aider quelqu'un qui veut pas s'aider lui-même. Tout à fait. C'est comme vraiment... C'est un grand défi. Ouais. Mais on peut y arriver. Toi, ça fait 22 ans que tu travailles là-dedans. Oui. J'écoute. Ah oui. Une bonne écoute, fait que t'as vraiment trouvé ta carrière, j'imagine. Vraiment. Après 22 ans, c'est parce qu'il y a quelque chose que t'aimes là-dedans. Oui. Mais est-ce que c'était ton plan A de devenir psychoéducatrice? Oui. Ouais, OK. Vraiment. C'était décelé. Je pouvais dire que la technique d'éducation spécialisée, c'était aussi dans mes plans, mais c'était vraiment dans la ligne au niveau de la relation d'aide. Je me suis Puis ce qui est le fun avec la psychoéducation, c'est qu'on est sur le terrain, avec les jeunes, avec les adultes. On est là avec eux dans leur milieu, dans la vie pas juste derrière un bureau à étudier des cas. Moi, j'ai besoin de bouger, puis j'ai besoin du contact comme ça avec les gens autour de moi. OK, ouais. OK. Puis toi, c'est à quel âge que tu as voulu faire ça? À partir de quel âge, ça? Bien, toute petite, là, tu sais, on me le disait souvent, l'ado, là, tu sais, tu avais une bonne écoute et tout ça. Donc, après ça, après l'adolescence, là, on avait eu quelques rencontres aussi avec une conseillère en orientation qui nous permettait aussi de diriger un petit peu plus nos passions, nos intérêts. Puis au cégep, sciences humaines, c'était ma voie. C'est sûr que c'était moins les sciences naturelles là, qui m'intéressaient. À ce moment-là, ça, c'était clair pour moi. Et après ça, la psychoéducation, c'était vraiment ma décision. Mais en même temps, moi, là, je voudrais aller en travail social. C'est à peu près le même chemin, environ? C'est sûr que oui, le travailleur social, là, je ne veux pas dire n'importe quoi parce que je ne suis pas la conseillère en orientation, là, mais travail social, tu peux faire aussi un baccalauréat, une maîtrise à l'université. OK. Vu que vous êtes vraiment au premier front avec les jeunes, surtout les ados, comme vous l'avez dit, ouais, je vous vois, désolé, d'habitude. C'est correct. Est-ce que vous travaillez en lien avec la PDG? Oui, avec la protection de la jeunesse. Oui, tout à fait. On peut travailler étroitement avec eux. On a plusieurs partenaires autour de l'école, tant mieux aussi, parce qu'on a besoin de partenaires et de ressources autour de nous. Parce que nous, on est là le jour avec les élèves, mais le soir et les fins de semaine et les congés, on a besoin aussi d'avoir des appuis, là, des partenaires autour de nous. Tout à fait. Donc, la protection de la jeunesse, c'est un de nos partenaires. On a le C3S. On a vraiment les médecins aussi. On a le CHU. On a vraiment beaucoup de partenaires autour de nous. C'est très précieux de les avoir aussi. Oui, c'est un système qui s'aide parce que, tu sais, moi, ça me fait... Je suis militaire, fait que ça me fait penser à des... Mettons, les prises d'otages. Ben, les personnes, il va y avoir quelqu'un qui va avoir un négociateur pour aider, mais il va y avoir aussi l'équipe de force qui, au cas où il y a quelque chose, ils vont pouvoir rentrer. Puis il y a aussi les snipers. Puis sniper, ben, il va dire « OK, ben là, je le voyais dans la pièce, il a pas de l'air trop dangereux, tu peux continuer à parler. Rentrez pas de force tout de suite, c'est correct. » Puis, tu sais, ils jouent tout un rôle important entre eux. Puis s'il en manque un, ben, ça devient compliqué. Fait que j'imagine que c'est pareil. Pareil. Le travail d'équipe est tout aussi important. Au milieu scolaire, tu sais, il faut souvent se le rappeler aussi comme intervenant. On est là pour les élèves, pour soutenir aussi l'équipe d'enseignants, par exemple, ou de direction, mais pour aider l'élève dans sa réussite scolaire. Quand ça déborde au-delà de ça, quand c'est par exemple des conflits à la maison ou des trucs qui se passent en dehors de l'école, c'est là qu'on a besoin de nos partenaires, par exemple du CLSC là, qui va supporter l'élève dans son quotidien, mais à l'extérieur de l'école. OK. OK. C'est quoi la différence exactement entre psychoéducatrice et technicienne en éducation spécialisée? Très bonne question. Florane aussi. Je te dirais qu'on est très complémentaires à tous les services professionnels que tu nommes. On a besoin d'un et de l'autre. Moi, je trouve, là, dans un contexte scolaire, en tout cas, moi, je parle pour mon contexte scolaire actuellement. La technique en éducation spécialisée, c'est une démarche qui se fait au niveau du cégep. Donc, c'est un DEC de 3 ans qui est fait au cégep. Tantôt, je disais la psychoéducation, c'était un baccalauréat et une maîtrise aussi. Le technicien en éducation spécialisée, là, ses forces, c'est vraiment d'être, ici à l'école, par exemple, d'être sur le terrain, d'être en classe, de supporter l'élève au quotidien
dans ses apprentissages, dans ses comportements et tout. Puis on va travailler conjointement avec le technicien. Par exemple, moi, comme psychoéducatrice, je vais travailler conjointement avec le technicien en éducation spécialisée pour, par exemple, planifier un plan d'intervention pour un élève qui a des difficultés de comportement, par exemple, à l'école. Donc là, ensemble, on va le planifier et après ça, le technicien, lui, il va comme adresser les stratégies, les moyens là, envers l'élève. OK. Puis c'est sûrement plus CTS qui va voir ça aussi que toi, là. Mais est-ce que tu as déjà eu des cas d'une personne ou de plusieurs personnes qui ils ont juste plus genre, ils sont pas capables de s'adapter ou d'apprendre plus comme ils ont de la misère intense, mais c'est pas parce qu'ils veulent pas. Mm-hmm. Dans le fond, ce que je comprends, ce que tu dis, Mathias, c'est que, par exemple, l'élève, là, malgré toutes les mesures qu'on met en place autour de lui, là, il apprend pas plus de nouvelles choses, puis il réussit pas à l'école. C'est ça, c'est ça que je veux dire. Mais souvent, là, ce qu'on va faire dans des milieux scolaires, c'est qu'on va aller cogner à la porte du psychologue qui va nous aider à faire un peu le portrait au niveau cognitif de l'élève pour voir au niveau de ses apprentissages, comment ça se passe, c'est quoi ses forces, c'est quoi ses limites, et adresser vraiment là, un plan d'intervention qui va être là pour supporter l'élève dans ses apprentissages. OK. Puis s'il peut vraiment rien faire, puis que le psychologue, genre, il fait juste dire « Ouais, mais ça sert à rien », même avec un ordi ou une aide spécialisée, puis là, si la cause est perdue, là, c'est quoi qui va arriver avec cet élève-là? Bien, moi, là, la cause perdue, il n'y en a pas. Dans mon livre à moi, Mathias, Okay. Il y a toujours des idées, il y a toujours des solutions, il y a toujours des stratégies, mais ça se peut que l'élève soit, par exemple, rendu au bout de son parcours qu'il est capable de faire. À ce moment-là, avec le support de la direction, la psychologue, selon les évaluations qui en ressortent, ça peut être, par exemple, un changement du cheminement scolaire, par exemple. Les outils d'aide que tu as proposé aussi, d'amener comme un portable ou une synthèse vocale qui va lui permettre de supporter ses difficultés, par exemple, en lecture ou en écriture. Donc, il y a plusieurs adaptations qui peuvent se faire comme ça. Puis, il y a plusieurs classes aussi qui peuvent accueillir les élèves là, qui ont des besoins particuliers. OK. Ouais. Dans le fond, il y a toujours de l'espoir. Toujours de l'espoir. OK. Oui. Faut jamais perdre espoir. Jamais perdre espoir. C'est là que ça devient plus dur sur le moral, là aussi. Tout à fait. Ça fait penser à ma parole de fin du dernier podcast. J'ai dit, la joie le bonheur peut être trouvé même dans les moments les plus sombres. Faut juste pas oublier d'ouvrir la lumière. Tout à fait. Albus Dumbledore. Il est tellement belle cette situation. Oui, vraiment. Tout à fait. À chaque problème, il y a une solution. Moi, ça, c'est ma devise. Ouais, ma devise de ma mère aussi. Oui. T'as suivi beaucoup d'études parce qu'un baccalauréat plus une maîtrise, ça doit être à peu près 7 ans d'université environ. 5 ans et demi. Moi, je l'ai fait en 5 ans et demi. OK. Un doctorat, c'est après. Là, c'est encore plus long, là. Mais c'est 3 ans de baccalauréat plus 2 ans et demi, moi, ma maîtrise. Avec un cégep, Ouais. un secondaire et un primaire. Ça fait Tout à beaucoup fait. de... Plusieurs années d'études, oui. Ça a été quoi ton apprentissage préféré? Est-ce que ça a été genre la psychologie, l'histoire? Oui, bien la psychologie, c'est sûr que c'est fascinant. Là. Hein, la J'imagine, psychologie, sinon, oui, tout à fait. Mais les différentes théories aussi, parce que chaque intervenant a sa propre façon aussi de travailler. Par exemple, moi, j'aime beaucoup travailler avec les outils, avec du visuel, pour que l'élève, par exemple, puisse adapter, bien comprendre ce qui se passe. Donc, moi, j'utilise beaucoup ça. Il y en a d'autres qui vont utiliser d'autres choses. Donc, d'apprendre aussi sur les théories puis les possibilités là, pour intervenir, ça, moi, j'ai beaucoup apprécié aussi. Okay. Mais les stages m'ont permis aussi de voir avec quelle clientèle je me sentais aussi plus à l'aise. Les ados, les enfants. Oui, les ados, les enfants, les jeunes adultes aussi. Oui, effectivement. Mais moins les adultes puis personne âgée. J'ai jamais travaillé vraiment avec les adultes. Peut-être un jour, on ne sait pas ce que la vie va me réserver. Il n'y a jamais aucune porte qui est fermée. Non. Toujours des solutions. Oui. Mais toi, tu disais que tu avais déjà travaillé avec des personnes autistes. Oui. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, en même temps, moi, j'ai une amie là, qui est autiste, puis ça arrive des fois qu'elle me dit qu'il y a certaines émotions qu'elle a plus de misère à comprendre, puis tout ça. Puis des fois, j'aimerais l'aider parce qu'elle a vécu beaucoup d'intimidation, puis tout ça, puis je sais pas trop quoi faire dans ce temps-là. Ce qui fonctionne bien habituellement avec les jeunes autistes, ça va être d'utiliser les pictogrammes qu'on nomme là, pour bien dire les images. Donc, d'utiliser des images qui permettent de faire du sens pour eux. Donc, après ça, avec les pictogrammes, mais ça permet après ça d'amener la communication puis de mettre des mots aussi sur ce qu'ils ressentent. Mais c'est un beau défi là, que tu as, Florane, de vouloir faire ça avec ton ami. Mais c'est possible aussi. Mais je pense que les pictogrammes aident beaucoup la communication et la reconnaissance des émotions.
Mais ça, c'est un processus aussi, là. Parce que, d'après ce que j'ai compris, l'autisme, soit que tes émotions, t'es moins capable de les décrypter, ou soit que tu ressens super fort les émotions. Oui, l'hypersensibilité, par exemple. Il y en a qui vont beaucoup réagir au toucher, il y en a qui vont beaucoup réagir au son, au bruit environnant. Il y a une hypersensibilité aussi qui est vécue, effectivement, par certaines personnes autistes. Mais selon moi, pour aider, juste le fait d'être là, puis de parler avec la personne, puis juste de sociabiliser, ça peut aider aussi, selon moi, ce que je connais de mon expérience sociale de 16 ans. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des gens qui comprennent pas, puis ils vont dire des choses par rapport à une personne sans vraiment la connaître. Puis ça, par rapport à elle, elle a dit je suis pas normale des fois, puis là j'ai dit ben non, t'es normale, chaque personne est normale à sa manière, puis c'est comme ça que il y a pas de normalité dans la vie en fait. Qu'est-ce qui est normal? C'est quoi qui est normal? Lire des livres. J'ai pas compris, excuse-moi. Lire des livres. Lire des livres, oui, effectivement. C'est une passion aussi, hein, lire des livres. Oui, ben, ce qui passionne souvent, c'est ce qui est normal pour la personne. Oui, tout à fait. Ben, chaque personne a sa propre vision de la normalité. Moi, ma vision de la normalité, c'est tout ce qui est différent. C'est ça qui est normal. C'est beau, ça. C'est beau, Florent. C'est beau. Est-ce que toi, tu avais eu une psychoéducatrice quand tu étais jeune? Non. Non. Puis je me souviens pas dans mon école où est-ce que j'allais au secondaire à Windsor, que je me rappelle même pas s'il y avait une intervenante aussi qui était sur place. Ça fait quelques années quand même que j'ai étudié au secondaire. Oui. Donc non, j'ai pas eu la chance de rencontrer une psychoéducatrice dans mon parcours. Ben nous, on a la chance de t'avoir. Oh, c'est gentil. Nous autres, on a juste une TES au Collège Rivier. OK. On n'a pas de psychoéducatrice. Ben, des fois, on a des visites de psychoéducatrices qui vont pouvoir prendre des rendez-vous. Il y a toujours moyen de s'arranger avec la directrice pour prendre un rendez-vous, mais on n'a pas une qui reste à l'école en temps plein. En support. OK, C'est c'est au ça. besoin. C'est au besoin. OK. Faut aller le demander. D'accord. Fait que des fois, ça peut être plus difficile pour certains élèves que je connais. Là, fait que... Oui. Toi, t'en connais-tu d'autres, des psychoéducatrices, toi? Oui. Stéphane? Moi, j'en connais au privé, j'en connais d'autres dans le secteur aussi du scolaire, surtout, je te dirais, là. Oui. Puis, c'est-tu de tes amis aussi? Hein? T'as-tu des amis qui J'ai sont... des amies psychoéducatrices, effectivement. J'ai une amie que j'ai connue justement dans mon premier parcours là, avec les camps d'été pour les jeunes autistes. J'ai découvert mon amie là, qui était psychoéducatrice aussi. On était aux études les deux, puis depuis ce temps-là, je suis amie avec elle et marraine de deux de ses enfants. Ah! Vraiment. Les cas d'autisme, c'est quoi exactement? Bien, c'est sûr que moi, ça remonte à longtemps. Je ne pourrais pas dire maintenant ce qui existe pour les jeunes autistes, mais en fait, c'est que nous, on offrait des répits de fin de semaine. Donc, on pouvait aussi coucher la fin de semaine, offrir vraiment un répit pour les parents pendant tout le week-end. Puis les camps d'été, bien, c'était vraiment durant l'été comme un camp l'OTJ, mais avec des services puis des activités adaptées là, pour les jeunes. Quel genre d'activité environ? Bien, il y avait beaucoup d'activités, je vous dirais, sensorielles, au niveau de la peinture, au niveau dehors. On allait beaucoup dehors, on faisait des sorties, aller jouer dans les... ça, c'était l'été aussi, là, fait qu'il fallait avoir du plaisir, aller se baigner, faire des sorties, voir les animaux, des trucs comme ça, là, c'était vraiment... Mais là, en 22 ans de carrière, chaque personne est unique, chaque personne a son portrait de personnalité. Puis tu vas pouvoir aider chaque personne à plus ou moins selon ce que la personne va prendre comme aide. Mais ça doit être à un moment donné pesant sur les épaules, d'avoir genre ces personnes-là qui ont eu besoin de ton aide, puis tout, ça doit être un peu lourd. Puis je pense qu'il faut comme s'arrêter par moment, puis se dire, OK, moi, c'est quoi mes passions, qu'est-ce qui me fait du bien, puis se les procurer aussi. Parce qu'effectivement, on n'est pas des machines, là. Non. On vit toujours avec des gens, effectivement, qui ont des besoins particuliers ou qui ont des grandes difficultés, des grandes détresses. Donc, il faut prendre le temps aussi de prendre un recul, de s'offrir des journées de congé, de s'offrir des moments de détente aussi avec les gens qu'on aime, de se permettre de faire des passions, aller marcher. Donc c'est très, très important. Puis ça se peut aussi qu'on rencontre des gens spécialisés là, pour nous permettre un peu d'évacuer le trop-plein. De notre côté aussi, on a besoin d'avoir de l'aide. Puis là, ces personnes-là vont voir d'autres personnes spécialisées. Puis c'est ça. Ça remonte au spécialisme mère. Oui. Mais moi, quand je vais être plus grande, je voudrais faire de la zoothérapie. Ouais. Puis toi, t'en as-tu déjà vu des zoothérapeutes dans Ton parcours? Ton parcours? Non, malheureusement. J'ai pas. Mais j'en entends parler, puis je pense que ça peut être un effet positif là, pour approcher ou pour détendre l'atmosphère
pour permettre de mettre un petit peu plus d'aisance dans la rencontre avec certains jeunes. Avec un serpent, moi, je serais très aisé. Ben, peut-être moins celui-là. Là. Ben, moi, je serais très aisé. Ah, ça dépend lesquels. Ah, ben, celui-là, tu mettras moins à l'aise avec le serpent, moi. Moi, ce serait pas un chien, mettons. Non? Non, je suis allergique. Ah, Moi, ce tu vois. serait chien, chat, poule, lapin. C'est Ok. pas mal ça. Non, mais tu Ouais, vois. les poules, les un poules. bon historique, ça. Mes poules. Ouais, je limite bien la poule. Ben, je t'encourage à aller au fond de ça. Vas-y, fonce. Ouais, il faut toujours aller au bout de nos rêves. Puis parce qu'il faut jamais avoir de regrets dans la vie. Il faut toujours faire ce qu'on veut faire. Faut pas se dire on n'est pas capable, là. On peut y aller. Puis c'est Tout à fait. Mm. Un pas à la fois. un peu à la fois, mais on avance. Fait que... Fait qu'on a comme coutume pour finir le podcast avec un mot de fin ou une petite quote, une petite citation. Là. Je vais y aller en honneur. OK. Parce que dans la vie, il faut toujours se souvenir d'une phrase. C'est Hakuna Matata. Une phrase magnifique. C'est fantastique! Oui, merci. Toi, Stéphanie? Ah, bon, aussi, il faut que je trouve ça. Ben oui. Yep. Oh! Hey, là, vous m'avez pris au dépourvu, là. Puis Alain, en attendant, Florence, t'as de quoi, là? J'aime mes poules. Mais moi, je pense que je vais dire tantôt, comme j'ai dit tantôt, là, à chaque problème, il y a une solution. Il faut garder ça en tête puis aller chercher de l'aide si on a besoin. Ben moi, regarde, mon mot de fin, c'est « pac-pac ». Ah, on l'a entendu. Merci beaucoup. Merci tout le monde! Ça va la semaine Bye. prochaine.